l'association d'étudiants de l'Université de Genève, en collaboration avec le Courrier, une conférence sur ce livre. Ce livre a été publié il y a très peu de temps, coordonné par M. Nils Anderson et Daniel Lago, avec collaboration de André Bellon, Romy Bowman, Robert Chabran, Gérard de la Pradelle, Jean-Marie Fardeau, Michel Fournier, Anne-Cécile Robert et Chetan Todorov. C'est dans l'actualité que nous vivons. Vous savez que de 2011 passera l'histoire de notre époque, ce qu'on a appelé le printemps arabe. On a commencé par la Tunisie, l'Égypte, le Yémen, la Libye, et aujourd'hui, vous voyez la Syrie. Mais quand il y a une situation comme ça, il faut des interrogations. Interrogation, responsabilité de protéger et grève humanitaire. C'est pourquoi on se trouve à l'entrée pour voir la question des interventions armées dans les crises internes. Il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Comme vous le savez, les États, ils sont avant tout pour défendre les intérêts vitaux de leur propre territoire. La question est la suivante. Un État qui a des intérêts nationaux et internationaux, quand on fait la question d'intervention étrangère où ces intérêts sont impliqués, comment faire? Ce soir, Nils, il va expliquer ça avec Robert Chabran. Ce qui est important, c'est que notre organisation non gouvernementale, Centre Europe Tiers Monde, en collaboration avec la conférence universitaire de l'association d'étudiants, on a vu la nécessité d'organiser cette conférence pour toutes ces interrogations qui occupent notre époque. En 1989, en novembre 1989, quand la guerre froide était finie, vous savez que le 11 novembre était une date d'importance, certaines personnes croyaient que l'histoire est finie. D'autres disaient que l'histoire commence. Je ne veux pas tarder à ce moment-là. Monsieur Bowman ne peut pas venir ce soir, mais comme l'auteur aussi, Robert Chabran, nous avons demandé de remplacer M. Bowman. Je demande à Robert Chabran, professeur de l'université, de commencer cette conférence de 20 minutes. Et après, suivi de notre ami Nils. Je voudrais l'introduire en 3 temps. Le premier sur les dérives de ce qui pouvait être une bonne idée, le droit d'ingérence humanitaire, devenu le devoir de protéger. Le deuxième, préciser les conséquences de l'application la plus récente de cette doctrine avec la Libye. Et le troisième, faisant le constat des échecs et impasses des guerres humanitaires, quelles peuvent être les voies possibles pour porter secours aux populations soumises à des dictatures et aussi premières victimes des conflits armés. Le principe de la non-ingérence est stipulé dans l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. Le contexte de la guerre froide a conforté ce principe. Il n'en fut pas moins transgressé en de nombreuses circonstances au Congo, dans la France-Afrique, en République dominicaine, à Grenade, en Hongrie ou en Tchécoslovaquie. Mais quand les États usent de la répression à l'encontre des populations civiles et commettent des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, la non-intervention est tout aussi intolérable. D'où le droit d'ingérence humanitaire introduit aux Nations Unies par la France avec l'adoption en 1988, non sans débat, de la résolution 43-131, résolution qui fait référence au French Doctor
et qui se limite très précisément à l'assistance humanitaire pour les victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence, en particulier par l'apport de nourriture, de médicaments et de soins médicaux. La résolution rappelle par ailleurs la souveraineté des États. La première intervention se référant au droit d'ingérence humanitaire, en totale conformité avec la résolution, est engagée en Arménie pour venir en aide aux populations qui ont connu un séisme qui a fait 20 ou 30 000 victimes. Cependant, très rapidement, le droit d'ingérence humanitaire, bien que le mot conflit, guerre, ne figure pas dans les résolutions adoptées, va devenir un droit d'ingérence d'État et plus encore un droit d'ingérence humanitaire armé. Ainsi, il est introduit dès les années 90 au sein de l'OTAN la doctrine de l'action civilo-militaire, l'ACM, avec pour objectif, je cite, de faciliter l'exécution des missions opérationnelles avant, pendant et après l'engagement des forces armées. Ce passage au droit d'ingérence humanitaire armée va signifier de la première guerre d'Irak à celle du Kosovo des dérives successives de la résolution 4331. Une première dérive est la confusion des genres, dénoncée notamment par Médecins sans frontières, mais également par Jakob Kellenberg, alors président du CICR, qui a déclaré devant le Conseil de sécurité « Les opérations de maintien de la paix revêtent de plus en plus d'aspects humanitaires. Cette tendance pose certains dangers. Dans des situations où la paix est encore fragile, les forces des Nations Unies peuvent avoir à recourir à la force, ce qui peut donner l'impression qu'elles sont parties au conflit. À chacun son rôle, précise encore Jakob Kellenberg, l'utilisation de la force relève du domaine militaire et les activités de secours relèvent des agences humanitaires. Mais le plus grave, c'est quand le droit d'ingérence humanitaire évoqué par les résolutions de l'ONU ne solutionne pas les souffrances des populations, mais cause au contraire de nouvelles épreuves. Ce fut le cas dans plusieurs exemples peuvent être cités, et je vais le faire très rapidement. Ils sont précisés dans le livre qui est vendu ici. Il y a l'exemple après la première guerre d'Irak au Kurdistan, où en raison de tensions sur le terrain, il est mis fin à l'opération Provide Comfort, qui a ainsi ouvert le champ à la répression dans le Kurdistan irakien par Saddam Hussein. Il y a eu, lors de la guerre de Bosnie-Herzégovine, on relève deux faits gravissimes. Le premier, le commandement militaire de la force ONU n'a pas donné suite à une demande d'intervention aérienne sur la seule route menant à Srebrenica, qui aurait pu arrêter l'offensive des forces de la République Srpska. Et une demande de Médecins sans frontières d'assistance des équipes médicales de la force ONU se trouvant à Srebrenica, en alerte rouge au cas où des soldats de la paix seraient blessés, mais qui ont refusé d'intervenir au motif qu'il n'était pas question qu'elles opèrent des civils. En Somalie, les États-Unis mettent fin à l'opération Restore Hope après la mort de 18 Rangers lors d'affrontements pour arrêter les chefs de guerre, livrant ainsi les populations aux bandes armées qui déchirent le pays. Chacun de vous connaît le déroulement de l'opération turquoise au Rwanda, qui n'a nullement empêché l'accomplissement du génocide quand elle n'y a pas contribué. Enfin, en 1988, l'intervention au Kosovo va être l'intervention de trop du droit d'ingérence humanitaire d'État s'appuyant sur la force armée. La résolution 1203 délègue un droit d'ingérence humanitaire à l'OTAN, rendant ainsi caduc l'article 53 de la Charte des Nations Unies, qui précise qu'aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans autorisation du Conseil de sécurité, et or l'OTAN est un organisme régional. Mario Bettati, concepteur juridique du droit d'ingérence, écrit que le Conseil de sécurité des Nations Unies a légalisé l'intervention militaire en refusant de la condamner. Comme en droit, ce qui n'est pas interdit est permis, pour Mario Bettati, cela consacre le droit d'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays et de plus un droit délégué à l'OTAN. À ce propos, Madeleine Albright, secrétaire d'État de Clinton à l'époque, est sans équivoque. Quand on lui pose la question, l'OTAN du XXIe siècle devra-t-elle toujours disposer d'un mandat précis du Conseil de sécurité de l'ONU pour agir, elle répond non, car dans une telle hypothèse, l'OTAN ne serait plus qu'une simple filiale de l'ONU. Une filiale de l'ONU. Toutefois, la guerre du Kosovo, lors de laquelle les pertes civiles et les destructions d'infrastructures
furent plus importantes que les pertes et les destructions militaires, a dévoilé l'instrumentalisation du droit d'ingérence humanitaire en droit d'ingérence politique. De plus, elle est jusqu'ici une prérogative réservée aux États occidentaux, ce qui renforce les réserves constamment exprimées par l'Inde, le Brésil et de nombreux autres États sur le concept de droit d'ingérence humanitaire. Les conclusions du rapport Brahimi, remis à Kofi Annan en 2000, confirment ce constat en soulignant que l'ONU a, en plusieurs occasions, en raison de mandats ambigus, incohérents et insuffisamment financés, failli à sa mission. Que sa responsabilité directement engagée au Rwanda, où elle était présente alors même que se commettait un génocide, comme elle l'est pour les massacres de Srebrenica, ville décrétée zone de sécurité de l'ONU. Ainsi, du Kurdistan au Kosovo, le recours au droit d'ingérence humanitaire a plus répondu à des objectifs géopolitiques qu'à des besoins humanitaires et en plusieurs circonstances a aggravé et non soulagé la situation des populations civiles. C'est alors une commission qui est nommée une commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États. Mise en place au sein des Nations Unies, elle est à l'origine du concept de responsabilité de protéger, venant se substituer en 2005 au droit d'ingérence humanitaire. La résolution 1973 sur la Libye sera la première intervention militaire à se référer à la responsabilité de protéger. Hubert Védrine a très clairement précisé le contenu. La résolution 1973 est une concrétisation de cette notion de responsabilité de protéger que nous avions élaborée avec Kofi Annan quand il a fallu sortir du piège linguistique, conceptuel et politique du droit d'ingérence. Ainsi, le droit d'ingérence était un piège linguistique, conceptuel et politique selon Hubert Védrine. Il est donc fait recours à une autre formulation. On peut s'interroger, une formulation change-t-elle les mécanismes de décision, les conceptions politiques qui induisent une intervention, les enjeux géostratégiques, les rapports de force globaux et régionaux? Alors, quelle réponse donne à cette interrogation l'intervention en Libye? Si chacun salue l'éviction de Kadhafi comme celle de tout despote coupable de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, on ne peut ignorer la réalité de cette guerre et la mort de civils pour lesquels Human Rights Watch demande à l'OTAN une enquête. Mais surtout, c'est l'état de la Libye après la fin de l'intervention qui préoccupe. Le pays libéré de son dictateur, ce dont on ne peut que se réjouir, est aujourd'hui une zone de non-droit, où les populations sont soumises à l'arbitraire de milices armées sur lesquelles le CNT n'a aucune autorité. À Tripoli même, Hélène Bravin, qui est l'auteur d'un livre sur Kadhafi, vie et mort d'un dictateur, a décompté 127 milices armées jusqu'aux dents. Et tout aussi peu favorable au régime déchu, Patrick Aimzadeh, ancien diplomate en Libye, déclare « L'État n'existe plus. Les gens sortent la Kalachnikov et au moindre problème. » La raison de l'intervention en Libye était des atteintes graves aux droits humains, atteintes bien réelles. Mais l'ONU, Amnesty International et Human Rights s'alarment aujourd'hui des silences de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis sur la perpétuation de ces violations. Dans un rapport d'Amnesty International du 16 février 2012, on lit « Les milices armées en activité à travers la Libye se rendent responsables d'atteintes massives aux droits humains en toute impunité, alimentant l'insécurité et freinant la reconstitution du pays. Les moyens de torture utilisés sous Kadhafi ont toujours cours et le vice-premier ministre libyen Mustafa Bouchagour a reconnu que le gouvernement ne contrôlait que 40% des prisons du pays, celles visitées par Amnesty International. Que se passe-t-il dans les autres prisons? L'arbitraire répressif est renforcé par le chaos que connaît la Libye. Pays de tous les trafics, de drogue, d'armes. Il y a quelques jours, les forces égyptiennes ont saisi 40 missiles sol-sol et d'autres armes lourdes en provenance de Libye destinées à un mouvement du Sinaï, mais aussi trafic d'esclaves acheminés de Somalie ou du Bangladesh à travers la frontière égyptienne. Le contrôle de ces trafics est à l'origine de nombreux affrontements entre les trafiquants.
viennent s'ajouter de nombreux conflits internes propres à la Libye. À l'est du pays, les chefs de tribus et de milices ont proclamé l'autonomie de la Cyrénaïque, région où sont concentrés les 3/4 des richesses pétrolières du pays. Il s'en est suivi des affrontements meurtriers à Benghazi et dans d'autres villes, ou entre partisans et opposants de l'autonomie. L'éclatement du pays entre la Cyrénaïque à l'est, la Tripolitaine à l'ouest, le Fezzan au sud, ne signifie pas seulement une partition géographique et d'accaparement de la masse pétrolière, mais le déchirement de la Libye dans une spirale de conflits tribaux et ethniques. Ainsi au sud, à Sheba ou Koufra, la situation est particulièrement dramatique pour les Toubous, nomades noirs du Sahara, qui subissent une brutale répression. Ce que confirme le président de la commission d'enquête de l'ONU dans le rapport qui souligne que les exactions contre les tribus précises se poursuivent et le dirigeant des Toubous de Libye, un opposant à Kadhafi, a demandé à l'ONU et à l'Union européenne d'intervenir pour faire cesser le nettoyage ethnique des Toubous. À l'ouest, Zouara, ville près de la frontière tunisienne, a été le centre de violents affrontements entre milices et groupes armés, anciens partisans ou opposants au régime de Kadhafi. Il y a quelques jours, d'autres affrontements ont opposé Touaregs et habitants de Gadamès, une ville proche de la frontière algérienne. Dans les différentes parties du pays, les morts se comptent par centaines. Les autorités, comme les institutions internationales, sont également l'objet d'agressions. Le 8 mai, d'anciens rebelles ont attaqué le siège du gouvernement libyen pour protester contre la suppression de leurs indemnités. À Benghazi, une bombe artisanale a été lancée au passage du convoi du chef de la mission de l'ONU et les locaux du Comité international de la Croix-Rouge ont essuyé un tir de roquette. Que l'on se rassure, pour les profits, tout va bien. Le porte-parole du gouvernement, Nasser Al-Manab, a annoncé que la production de pétrole a atteint 1 450 000 millions de barils donc, par jour et qu'elle pourrait atteindre un niveau supérieur à celui d'avant la Révolution d'ici la fin de l'année. S'ajoutent de justes contrats pour la reconstruction du pays, sinistre réel politique qui invoque les droits de l'homme et qui a pour enjeu l'exploitation et la spoliation. Mais à la tragédie que connaissent les Libyens s'ajoute un effet collatéral qui a été abordé par Robert Charpin, sur lequel je ne vais pas m'étendre, c'est la profonde déstabilisation du Sahel. C'est là une déstabilisation majeure, car qui coupe l'Afrique en deux, et sur un territoire immense, puisque si on va de l'est en ouest du Sahel, on a une distance à peu près égale à celle entre Paris et Kaboul. C'est dire l'importance de la déstabilisation de cette région, et où il faudra montrer quelque intelligence pour résoudre les problèmes posés, les droits d'autonomie de certains, les droits des nomades, les droits des sédentarisés, et aussi le problème de l'activisme salafiste. Ainsi, la Libye confirme tragiquement les interventions militaires, qu'elles soient sous couvert d'ingérence humanitaire ou de responsabilité de protéger, permettent au mieux de colmater les situations de crise, mais pas de les résoudre, d'éliminer un tyran, mais pas d'introduire la démocratie, et peut même dramatiquement aggraver la situation des populations. C'est là où, en tant que citoyens, nous sommes interpellés. Quelle réponse donner à l'angoisse et aux souffrances des populations subissant les maux de la dictature ou de la guerre? Pour parler clair, il n'y a pas de guerre propre, sans abomination. Le temps des dictatures n'est pas révolu, et il ne peut y avoir de révolution sans sacrifice. L'état du monde étant ce qu'il est, il ne peut aujourd'hui être répondu à cette exigence de défense des populations. Je voudrais cependant, utopie pragmatique, proposer une voie possible. Si l'ONU était moins un instrument et plus un acteur, certes, elle est un lieu dominé, manipulé par les grandes puissances, mais elle est la seule institution universelle fondée sur le principe du multilatéralisme et qui affirme dans le préambule de la Charte l'égalité des nations, grandes et petites. Elle est de plus dépositaire des documents ratifiés par les États sur les droits humains. Les casques bleus sont un moyen adopté par l'ONU après la Seconde Guerre mondiale pour le règlement pacifique des différends, prévenir les crises ou s'opposer à des menaces contre la paix ou à des actes d'agression. Jusqu'ici, la pratique de ces interventions a plus été de geler une situation
que de trouver les moyens de résoudre les conflits. C'est le cas du Cachemire, de Chypre, du Golan et d'autres exemples. Or, rien, selon la Charte, ne confine les casques bleus à Sodome. Qu'est-ce qui aujourd'hui différencie une intervention d'ingérence humanitaire ou de responsabilité de protéger par une coalition militaire ou dans le cadre de l'OTAN des opérations de casques bleus? Premier constat, ce ne sont pas les mêmes États qui s'engagent dans l'une et l'autre de ces armées. Lors des opérations au Kurdistan, au Kosovo, ou des opérations aériennes lors de la Libye, des États-Unis, de la force du Royaume-Uni, en Somalie ou ailleurs, ce sont toujours des armées puissantes qui interviennent, et avec des forces aériennes, et des moyens militaires sophistiqués et une logistique optimale. Ce sont, pour avoir pris uniquement des exemples de guerre dans le cadre des droits d'ingérence ou de responsabilité de protéger. Il en est de même dans les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Mais qu'en est-il pour les casques bleus? Au 31 octobre 2011, c'est donc assez récemment, il y avait 15 opérations de casques bleus en cours qui occupaient, comme force d'intervention, un peu plus de 97 000 militaires et policiers. La contribution des 5 membres permanents du Conseil de sécurité à ces interventions était de 4 000 hommes. 4 000 sur 97 000. Et il y avait 129 militaires américains. Donc, ce sont des armées qui n'intéressent pas les grandes puissances. Alors qu'au contraire, qui sont les casques bleus? Allez, toujours au 31 octobre, il y avait 10 500 casques bleus du Bangladesh, un peu plus de 9 000 du Pakistan, un peu plus de 8 000 de l'Inde, 36 000 Africains. On le constate, c'est pour ça qu'on qualifie que les casques bleus sont l'armée des pauvres. Et au regard des coalitions militaires internationales ou otaniennes. Le rapport de Brahimi est très clair également à ce sujet. Il dit, je le cite, « Le secrétaire général se trouve dans une position intenable. On lui présente une résolution du Conseil de sécurité qui précise sur le papier le nombre de militaires requis, mais il ne sait pas s'il disposera de ce nombre de militaires sur le terrain. Plus encore, les troupes qui finissent par débarquer sur le terrain des opérations risquent d'être sous-équipées. Il est arrivé que des pays fournissent des troupes sans fusil, ou équipées de fusils mais dépourvues de casque, ou munis de casque mais sans gilet pare-balles et sans moyens propres de transport. Cette différence de moyens alloués, rien n'éclaire mieux que de comparer le coût des interventions militaires lors, par exemple, si on prend l'exemple des 2 conflits majeurs du XXIe siècle, qui sont l'Irak et l'Afghanistan. Selon la Cour des comptes des États-Unis, les guerres d'Irak et d'Afghanistan ont coûté en 1560 et 1880 milliards de dollars. Chiffre très inférieur au rapport Stiglitz, qui lui parle pour la seule guerre d'Irak de plus de 3 000 milliards de dollars. Mais en comparaison de ces centaines de milliards de dollars dépensés lors de ces guerres, les opérations de casque bleu depuis 1948, date des premières opérations de casque bleu, au 30 juin 2010, c'est-à-dire pendant 62 ans, a été de 69 milliards. 69, alors que pour les seules guerres d'Irak, on joue dans des centaines de milliards de dollars. Donc il y a une différence. L'utopie pragmatique pourrait être que l'intervention d'une force multilatérale onusienne dispose des moyens militaires requis, puisse intervenir pour secourir les populations opprimées avec les moyens nécessaires et les forces nécessaires et l'organisation nécessaire. Mais pour cela, il faut rompre la logique infernale de la loi des plus forts et faire prévaloir le multilatéralisme dans les situations de crise. Cela implique, dans le respect de l'application de l'esprit de la Charte des Nations Unies, que chaque État met à disposition de l'ONU un contingent de casques bleus, comme il est du reste prévu dans la Charte des Nations Unies, pour constituer une force internationale en mesure d'intervenir, étant doté des effectifs, de l'équipement et du matériel adéquat. Mais il faudrait, pour que cela soit une véritable force multilatérale, une volonté commune des États membres qui ne soit inféodée ni à l'idéologie atlantiste, ni à toute autre influence des grandes puissances. Et ça demanderait que les grandes puissances
acceptent une ingérence dans leurs prérogatives étatiques, dans la chaîne de commandement militaire et dans leurs opérations et dans la conduite des options stratégiques. Que le fait de simplement énoncer ce qui a été préconisé au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais jamais mis en œuvre, en raison d'abord des rapports conflictuels durant la guerre froide, puis après la chute du mur, d'une volonté hégémonique du monde occidental, paraissent comme une chimère et révélateur de l'état du monde aujourd'hui. C'est cette réalité qui doit être modifiée. On dit que l'ONU est l'émanation des États qui la composent. Plus exactement, elle est l'émanation des gouvernements des États qui la composent. La responsabilité des décisions prises ne relève donc pas de l'institution, qui comme toute institution est le produit de ses composantes. C'est sur quoi nous, les opinions publiques, pouvons agir. Ceci demande comme citoyens de s'investir dans le champ politique des relations internationales, comme nous nous investissons sur le terrain des luttes sociales ou écologiques. De demander le respect de la Charte des Nations Unies et son application, fondée sur une conception multilatéraliste du monde, et que seules les forces de l'ONU soient habilitées à réprimer toute agression ou autre rupture de la paix, comme le demande la Charte. Mais aussi le cri des populations, et je conclurai là-dessus, victimes de leurs despotes ou de la guerre, on appelle quotidiennement à une solidarité qui, ne nous le cachons pas, fait défaut. Sauf à relever cet autre défi, celui d'un droit d'ingérence citoyenne, aujourd'hui en berne. C'est une question aussi d'un rapport de force international. C'était l'exemple très pertinent du Bureau international du travail. Pourquoi a-t-il pris cette forme après la Première Guerre mondiale? C'est parce qu'il y avait un rapport de force qui suivait la révolution bolchevique. Hein, c'est ça. Il y avait un rapport de force et le BIT fonctionne sur d'autres bases que les autres institutions onusiennes en raison de ses origines. Et à ce moment-là, au sein de l'ONU, il y a eu des rapports de force différents. Il est vrai qu'après Bandung, quand le groupe des 77 était vraiment un groupe organisé, ce qui n'est plus aujourd'hui et dont il a perdu la nature, les 77 ont fait passer, dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU, des résolutions très avancées sur les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, sur les droits de se révolter et sur les droits dénonçant les répressions coloniales ou les répressions armées. Hein. C'était un rapport de force. Et là aussi, sur la question plus précisément de la Palestine et d'Israël que vous posez, c'est aussi un rapport de force. Si au sein de l'ONU, par exemple, si le multilatéralisme prévaut, les droits des Palestiniens sont reconnus. C'est parce qu'on est dans un système de fonctionnement de grande puissance, effectivement, dont le Conseil de sécurité est le centre et le cœur, et qui maintient en grande puissance de maintenir des privilèges qui étaient effectivement ceux au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'ont plus aucune valeur aujourd'hui. Mais c'est pour ça que le Conseil de sécurité, c'est un axe à changer si l'on veut modifier les Nations Unies, parce que ce n'est pas en élargissant le Conseil de sécurité et en augmentant le nombre de gens, de peuples et pays qui pourraient avoir un droit de veto qu'on va solutionner le problème. C'est au contraire en supprimant cette prérogative excessive et qui avait été combattue à San Francisco. Hein, à San Francisco, de nombreux pays sud-américains, la Hollande, les Pays-Bas, avaient condamné l'introduction du droit de veto. Il s'agit de condamner ça, et si l'ONU fonctionne sur les bases du multilatéralisme, eh bien la Palestine se verra reconnue parce qu'une majorité d'États soutiennent l'existence de la Palestine. Hein, mais naturellement, là encore, on est aujourd'hui dans l'utopie par rapport au rapport de force réel, et c'est là où, une nouvelle fois, c'est quand même l'intervention citoyenne, l'intervention des opinions publiques, qui, on peut le dire actuellement, sont plutôt dans une phase ascendante que descendante. Donc espérons que ça puisse créer un processus de nouveaux rapports de force dans certains pays, puis élargir ce mouvement, et ainsi changer un petit peu la nature des choses au sein du système même des Nations Unies, du système des relations internationales. Si le président me permet. En préambule, j'ai remarqué qu'on a beaucoup parlé des horreurs qui avaient suivi les interventions, mais vous n'avez jamais abordé ce qui se passait auparavant. Au Rwanda, lorsque
intervenu, un bien grand mot, il y avait déjà 1 million de Rwandais qui avaient été acheminés. Donc avant l'intervention, il y a quand même quelques catastrophes qui se produisent. Ensuite, j'aimerais faire un petit retour en arrière au 19e siècle, puisqu'on a parlé aussi de l'exportation de la démocratie. Le pays qui a le plus exporté la démocratie bien avant les États-Unis, c'est la France, qui juste après sa propre révolution l'a exportée sur toute l'Europe, avec des horreurs absolument barbares, je vous l'accorde. Mais chaque pays s'est inventé sa propre démocratie et par la suite. En l'espace de 3-4 décennies, la face de l'Europe a été complètement changée. Ce n'est plus la même. La France a attendu presque un siècle pour avoir une vraie démocratie solide, mais on voit quand même une différence provoquée par l'exportation de la démocratie. Ensuite, j'ai remarqué que, en tant que juriste, vous préférez la paix internationale à la paix des peuples. Quelque part, vous privilégiez dans une position réaliste, dans une position westphalienne, je dirais, que chaque pays est souverain sur ce qui se passe chez lui. Eh bien, moi, je préfère vous dire, c'est pas ma position. Lorsque un être humain dans un autre pays est atteint dans sa dignité, est atteint dans sa famille, je me sens concerné. Je suis d'accord avec vous, parfois le choix entre le droit et la morale n'est pas facile, mais je ne pense pas qu'on puisse se cacher derrière le droit. Aujourd'hui, ce qui se passe en Corée du Nord, ce qui se passe en Syrie, je ne pense pas qu'on puisse simplement, en se cachant derrière le droit international qui est né suite à la Deuxième Guerre mondiale, donc qui est un peu daté, l'utiliser pour ne pas vouloir intervenir. Au final, je dirais que vous préférez un tyran qui soit connu à une démocratie possible qui soit inconnue. Je vous remercie. Attendez. Est-ce que vous pensez que derrière la doctrine, la nouvelle doctrine des responsabilités civiles de protéger, se cachent les intérêts géopolitiques et les intérêts stratégiques des grandes puissances? En premier lieu, je pense aux États-Unis, qui alors pour les crimes que tout le monde connaît en Irak et Afghanistan, justement avec le professeur Servan, nous nous sommes battus, vous vous rappellerez, contre la guerre en Irak. Et qu'aujourd'hui, l'objectif des grandes puissances, c'est rétablir le système néocolonial, surtout en Afrique. C'est ça qu'on peut déduire de la tragédie de l'intervention militaire contre la Libye. D'abord, sur l'objet qu'il y a des répressions, qu'il y a des dictatures, qu'il y a des guerres dans lesquelles les peuples sont les premières victimes des guerres. Aujourd'hui, on sait de plus en plus que ce ne sont pas les armées, mais les peuples qui sont les victimes des guerres, et que ça pose des problèmes d'intervention et l'intervention internationale. C'est pas ça le sujet. Le sujet a été posé et il est admis. Il y a des dictatures, il y a des guerres qu'il faut intervenir. C'est la solution trouvée qui n'est pas la bonne. Qui n'est pas la bonne parce que dans la mesure où elle n'a pas résolu le problème, dans la plupart des cas, il y a des cas où ça a été à peu près, il y a le cas de la Sierra, je veux dire, en Haïti, il y a quelques cas où il y a eu des interventions à un moment donné, où les choses se sont à peu près, lors de troubles, passées normalement, mais ça n'est pas du tout dans le cas du Kosovo, qui est toujours dans le désordre. Le problème du Kosovo n'est pas le problème de la Bosnie n'est pas un État stabilisé. Le problème de la Libye aujourd'hui, on voit dans quelle situation elle est. Alors, si une force internationale intervient, est-ce qu'elle est là pour établir un désordre prolongé, ou est-ce qu'elle est là non pas pour établir la démocratie, parce que ce n'est pas une fonction de l'ONU d'établir la démocratie, la fonction de l'ONU c'est d'établir la paix et la sécurité. Il n'y a pas de paix et de sécurité au Kosovo, en Libye et dans nombreux autres pays où les forces des forces d'intervention par des mandats du Conseil de sécurité sont intervenues. C'est ça le problème. C'est les conséquences qui ne répondent pas aux exigences qui étaient posées au départ.
En plus de ça, il y a tous les lieux où on n'intervient pas. Les Tamouls, hein, en Sierra Leone. On peut se demander pourquoi dans un pays qui est un continent à lui seul, le Congo, depuis 50 ans, il y a des troubles permanents et qu'on continue à envoyer des casques bleus totalement inefficaces par rapport à la dimension des problèmes posés, à la gravité des problèmes posés. On ne cherche pas à résoudre ce problème-là, réellement. C'est ça l'inéquité du problème tel qu'il est posé. C'est dans les conséquences qui suivent les interventions et dans les non-interventions ailleurs. Hein. Donc c'est en ceci que c'est totalement légitime de critiquer. En plus, il y a ce problème majeur, que c'est un privilège des nations occidentales. De quel droit les principales puissances, et notamment les principales membres de l'OTAN, sont les gendarmes du monde pour établir et estimer qu'on doit intervenir dans tel pays et pourquoi et comment. Hein, c'est ça qui est inadmissible. C'est là où on demande, il y a un besoin de multilatéralisme, que ça concerne l'ensemble des pays du monde. Ce n'est pas sur le fait d'intervenir, c'est le fait qu'on intervient mal, avec des conséquences très graves, et qui, dans de nombreux cas, n'ont pas solutionné, mais aggravé. Vous citez l'exemple du Rwanda. Le Rwanda, le génocide est en cours. Le problème, c'est que le génocide n'a pas été arrêté. Le génocide a été achevé. Dans le cadre de l'intervention de l'opération française au Rwanda. C'est ça la gravité de la situation. Alors si on intervient, c'est quand même pour résoudre des problèmes, au moins les diminuer, les atténuer, et pas les entretenir et voire les amplifier. Donc c'est ça la question qui est posée. Et effectivement, dans le contexte actuel des Nations Unies et le contexte actuel des relations internationales et des rapports de force dans le monde, effectivement, on peut poser des voies possibles, ouvrir des chemins, mais on sait qu'il n'y a pas la solution parce qu'il n'y a pas le rapport de force nécessaire pour cela. Ça, c'est ça le vrai problème qui est posé aujourd'hui. Hein, mais il ne faut pas se leurrer en disant « Ah, ça existe », comme hier soir BHL qui appelle à la guerre en Syrie, d'une manière du reste totalement, en disant qu'il était aussi facile d'éliminer militairement El-Assad qu'en Libye. C'est pas vrai. L'armée syrienne est une armée incomparablement plus forte que l'était l'armée libyenne. Et l'armée libyenne, il a fallu 7 mois. 7 mois où, sans l'intervention, sans logistique des États-Unis, eh bien, il y avait un pass militaire. Il y avait des points de rupture en approvisionnement, en bombes, en avions. Les armées anglaises et françaises, forces essentielles, n'étaient pas en mesure de mener cette guerre sans l'appui logistique de l'OTAN, donc des États-Unis derrière, à partir de la 6e flotte ou des bases en Italie. Donc il faut voir aussi les limites de ce rôle qu'on veut s'attribuer. On n'est pas en mesure de le faire, et encore une fois, le problème est de rétablir la paix et la sécurité. Ça, c'est la fonction de l'ONU. La question de la démocratie, ça, je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est un long chemin, et chaque pays doit suivre ce chemin et avec des étapes et des allers-retours, et nous ne sommes pas non plus toujours en parfaite démocratie, même dans les démocraties les plus avancées. Hein, donc c'est jamais un chemin achevé. Mais là est le problème. On est dans une fausse voie. Il n'y a dans les conclusions, telles que les choses se sont passées depuis maintenant 20 ans, et deuxièmement, cette espèce d'hégémonie a décidé nous, et un exemple pour la Syrie. Pourquoi c'est si difficile d'obtenir aujourd'hui l'accord qui a été donné par la Russie et la Chine pour intervenir en Libye? C'est parce qu'ils estiment avoir été joués. Ils ont été joués dans la promesse faite que ce serait une opération simplement de contrôle, et pas une intervention qui irait jusqu'où elle a été, jusqu'à l'élimination du régime. Bon, on peut accepter, c'est ça. Et deuxièmement, en plus, la Chine et la Russie se voient privés de leur part, notamment la Chine, de pétrole qu'ils avaient droit, parce que les Libyens disent vous n'avez pas participé à la coalition. Donc, ils sont perdants économiquement, etc. Ils n'ont pas du tout envie qu'en Syrie, où les enjeux sont beaucoup plus importants, la Russie a une base navale en Syrie. Elle vend des armes. On est dans la réelle politique. Ils vont pas se faire harakiri sur leurs intérêts
sous prétexte que, une nouvelle fois, BHL veut qu'on intervienne en Libye. Et encore une fois, je termine là-dessus. À propos de l'intervention en Libye, je cite une journaliste qui s'appelle Anne Applebaum, qui est éditorialiste du Washington Post. Voilà ce qu'elle a écrit. On est en mars 2011, c'est donc au moment du déclenchement des hostilités. Nous autres Américains avons depuis longtemps l'habitude de partir en guerre juste avant une campagne électorale. Point dont acte pour les États-Unis. Elle ajoute, à l'occasion d'une conférence organisée fin mars à Bruxelles, j'ai entendu un participant français se targuer du rôle central de la France dans la campagne aérienne en Libye, puis dans le même élan, admettre quelques minutes plus tard que la guerre était un stratagème visant à contribuer à la réélection de Sarkozy. Bon, la logique est la même. Hein. Le problème, c'est que, comme ça, c'est pas si bien. Kadhafi est tombé, mais le résultat sur le terrain n'est pas si excellent. Ça n'a pas été excellent au moment de la campagne électorale pour faire valoir la victoire en Libye. C'était très ambigu, donc ça n'a pas servi jusque-là. Et Sarkozy est tombé aussi. Hein. Donc il ne faut pas se leurrer là-dessus. Donc c'est ceci qu'il faut dénoncer et combattre. Il n'y a pas de solution dans cette voie-là. La seule solution, encore une fois, on est dans l'utopie, c'est d'introduire le multilatéralisme. Puisque notre ami américain, c'est-à-dire en faisant prévaloir effectivement de la part des politiques de nos pays au sein du système international et dans le cadre des Nations Unies, d'autres politiques et d'autres options que celles qui sont prises. Enfin, c'est ainsi que le rapport de force changera, pourra éventuellement changer dans le cadre des Nations Unies et que le système lui-même pourra changer. Pas seulement dans les Nations Unies, mais dans tout le système. C'est le même problème avec le G8, le G20, qui ces directoires dirigent le monde dans d'autres domaines, ou l'OTAN dans le domaine militaire, qui n'ont aucune légitimité et qui nous appartient en tant que citoyens de dénoncer dans les fonctionnements et les décisions. Je crois que c'est ça qu'il faut insister. Il faut avoir un droit d'ingérence citoyenne sur ces questions-là et investir le champ des domaines des relations internationales et des politiques internationales comme on travaille sur les domaines social, économique, politique, écologique, etc. C'est notre engagement citoyen et démocrate que l'on doit avoir dans nos pays. Je voudrais à votre nom remercier, c'était éminent. Vous savez, nous avons suivi toutes ces dernières guerres, printemps arabe, Libye, c'est important de lire ce livre, que toi la sortie. Parce que c'est vraiment une réflexion à fond. C'est vraiment une réflexion après avoir écouté tellement de choses. Il faut lire les petits, c'est même pas long. Vous pouvez le lire dans une train d'ici à Lausanne. Je crois que c'est vraiment une réflexion approfondie qu'il nous fallait après tout ce printemps, hiver, etc., etc. Je vous remercie beaucoup pour avoir été avec nous ce soir. Je vous demande d'applaudir ces éminents professeurs qui viennent de France.